Un grand merci pour l'accueil. On est accueillis vraiment aux petits soins là, c'est super. On est très bien au CEPSI. On est ravis d'intervenir sur cette thématique de l'ergothérapie rétablissement. On attend aussi vos questions à la fin. L'idée c'est qu'on vous présente les choses, mais qu'il y ait aussi un temps d'échange de questions-réponses, voilà, qu'on puisse partager. Alors on est 3 ici, mais on a été 6 à préparer cette intervention. Donc Julien Bonilla-Guerrero, qui est ergothérapeute, qui coordonne une équipe mobile à Jonzac. Moi, je suis Hélène Clavreul, je suis à Saint-Nazaire. Donc j'ai travaillé une vingtaine d'années en structure sanitaire, médico-sociale auprès d'ados et adultes qui ont des troubles psychiques. Et aujourd'hui, je travaille en prévention, plutôt dans le milieu du travail. Je te laisse la parole. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie en tout cas d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je me présente Gwenaëlle Delourme, moi je suis ergothérapeute depuis 26 ans. J'ai travaillé toute ma carrière en psychiatrie, c'était vraiment un choix. Psychiatrie santé mentale, j'ai travaillé pendant 11 ans dans un groupe public de santé parisien sur différentes structures intra-hospitalières et en ambulatoire, donc CMP, hôpital de jour et CATTP. Puis après, pendant 14 ans, je suis partie sur une unité de réhabilitation psychosociale dans le Val-de-Marne. Et depuis 1 an maintenant, je suis revenue sur Paris sur un poste de cadre de santé faisant fonction au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, où je gère à la fois une équipe mobile, unité de réhabilitation en construction et un CATTP. Voilà, merci en tout cas de nous accueillir. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Marie-Lise Gonzalez et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour partager un peu notre métier. Je suis ergothérapeute aux HPEVM, les hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne, et j'interviens sur le pôle du 12e arrondissement de Paris dans un service de CATTP, un hôpital de jour, avec une orientation de réhabilitation psychosociale. Et j'ai toujours travaillé dans des services de psychiatrie sectorisés adultes. Voilà. Et je suis également formatrice premier secours en santé mentale, donc je forme des personnes à être secouristes en santé mentale, ce que je fais au sein même de mon établissement et en dehors. Voilà. Et puis j'en profite pour présenter également Sandrine Marière et Cécile Perrine, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui ont œuvré à la préparation de cet après-midi et qui sont toutes deux ergothérapeutes du coup à l'EPSM de Caen sur le service Ariane. Voilà. Et je repasse la parole à Hélène. Vous dire aussi qu'on intervient aussi au nom de la NFE. La NFE, c'est l'Association nationale française des ergothérapeutes. Voilà, on est ravis de ce partenariat là avec le CEPSI, parce que c'est vrai, notre métier n'est pas très connu, et surtout en psychiatrie. Donc on va être là pour en parler. Et puis on est aussi membre du GRESM, qui est une antenne de la NFE, qui est un groupe de réflexion des ergothérapeutes en santé mentale. Je vais présenter au début Ergo quoi, voilà, que c'est un métier qui est pas connu. Il y a beaucoup aussi de fausses représentations, etc. Donc, on parlera un petit peu de ça. On vous a préparé un petit atelier participatif que Marie-Lise va animer sur personne, occupation, environnement. Vous allez voir ensemble de quoi on parle. Et puis après, on prendra un temps pour vous expliquer un peu comment on travaille, avec qui, dans quel contexte, quelle structure. Et puis on fera le lien entre l'ergothérapie et le rétablissement. Vous allez voir qu'ils sont, nous ça nous parle depuis longtemps. Alors, quand on pense ergothérapie, souvent quand on dit tu fais quoi toi? Moi je suis ergothérapeute. Ah ouais. Et c'est quoi en fait ergothérapeute? Les gens savent pas trop. Alors c'est arrivé, hein. C'est pas c'est pas que pour la blague, mais c'est arrivé qu'on nous dise mais c'est un truc avec les poules. Donc non, c'est pas ce ergo là. Une deuxième image qui vient souvent, c'est cette image handicap. Et on va dire que c'est un peu la partie visible du métier. On parle des handicaps visibles. Voilà, c'est peut-être la partie visible du métier d'ergothérapeute qui peut être vue comme technique, adaptation, aménagement de domicile. Voilà. En fait, c'est beaucoup plus large que ça. Ergon, ça veut dire action, travail. Et donc, on va travailler vraiment autour de l'activité qui va être empêchée pour une personne du fait d'un trouble, par exemple.
ou de questions sociales. Et c'est aussi un métier qu'on confond avec ergonome. Donc ergonome, ergothérapeute. Alors on a raison de confondre parce que on est vraiment cousins. On est vraiment très très proches. C'est deux métiers qui ont des histoires différentes, mais l'ergonome va plutôt étudier l'activité humaine, l'action et principalement les situations de travail, alors que les ergothérapeutes, on est des professionnels de santé et nous, on va plutôt accompagner les personnes, soit à maintenir un emploi, soit à retrouver des activités de la vie quotidienne. Voilà, donc on est plutôt sur l'accompagnement de la personne. Mais tous les deux, on travaille vraiment dans cette idée de l'action. Alors, le handicap, donc le métier d'ergo, il a été un peu créé pour résoudre un peu le problème du handicap. Ça, en tant que métier de profession réglementée. Donc, c'est très en lien avec la manière dont on a regardé la maladie et le handicap dans la société. Donc, je vais faire juste un petit historique rapide, mais c'est aussi pour pouvoir faire le lien avec le rétablissement et voir d'où on parle. Avant, c'est comme ça qu'on parlait du handicap, on parlait de désavantage social. Donc, la déficience, par exemple, quelqu'un a une déficience visuelle, n'est pas capable de se déplacer, et donc la réadaptation, beaucoup de professionnels vont aider à adapter les activités scolaires, se déplacer, la vie quotidienne pour qu'il n'y ait pas de handicap. Beaucoup, on va créer le milieu spécialisé en France. Le but, c'est guérir, éliminer les symptômes, les incapacités, compenser. Une personne a une schizophrénie, elle a des difficultés à organiser sa pensée, donc elle n'arrive pas à suivre une formation professionnelle, donc elle est en situation de handicap. C'est ça le modèle biomédical. Donc en gros, c'est le résultat de déficience, et donc le handicap viendrait de la personne. Évidemment, et fort heureusement, c'est un modèle qui a été combattu, mais voilà, ça a demandé aussi du temps, parce que c'est vraiment le fait de la personne d'être en situation de handicap. On va progressivement aller vers ça. Donc, que ce soit les personnes qui présentent des troubles psychiques ou les personnes qui présentent un handicap moteur, il y a eu des mouvements très forts de revendication et de dire, donc là, c'est vraiment les survivants de la psychiatrie, c'est les pionniers du mouvement du rétablissement aux États-Unis, qui ont dit, bah voilà, non, le problème, il n'est pas individuel, c'est la société qui n'est pas accessible. Voilà. Donc là, on est dans la suite des mouvements civiques et puis dans les années 90. Et puis donc qui vont dire c'est la société qui génère le handicap et puis nous on n'est pas des maladies, nous on est des personnes. Donc regardez-nous comme des personnes. Il y a eu la même chose dans le handicap moteur. Ce monsieur est en situation de handicap, s'appelle Mike Oliver. Et c'est un précurseur des disability studies, c'est des personnes en situation de handicap moteur qu'on dit mais en fait ceux qui connaissent le handicap le mieux, c'est ceux qui l'éprouvent. Voilà. Donc nous on va faire en tant que personnes handicapées, on va faire des études. Et ils ont monté ce modèle social qui dit que c'est la société qui est handicapante. Avec tout voilà, je vais pas tout détailler mais tout ce que la société empêche comme accès et comme possibilité d'épanouissement pour des citoyens. Et donc il y a eu une fusion des deux, voilà, ce modèle biopsychosocial où là on arrive le but c'est accompagner la personne non plus vers la norme mais vers la qualité de vie telle qu'elle l'aperçoit. Là aussi c'est le rétablissement, c'est pas le rétablissement clinique dont on parle, c'est vraiment la personne qui dit moi je suis bien comme ça, voilà, c'est ça moi ma qualité de vie, et où on va pouvoir aussi agir sur l'environnement, cette société qui pourrait générer du handicap. Et puis voilà, on s'aperçoit que il n'y a pas que le fauteuil. Les situations de handicap, elles sont multiples et parfois invisibles. Donc c'est la loi de 2005 avec la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Et donc c'est que depuis 2005 que le trouble psychique est considéré comme ayant pouvant avoir un impact en termes de handicap ponctuel ou à plus long terme. Et en fait, tout ça, on parle de handicap depuis tout à l'heure, et vous allez voir pourquoi c'est en lien aussi avec notre métier qui parle d'activité. C'est que, en fait, le handicap, c'est la limitation d'activité, restriction de participation. Autrement dit, c'est l'inverse. C'est les deux faces d'une même pièce. D'un côté, il y a la participation, de l'autre côté, le handicap.
plus une personne, elle peut réaliser les activités qui ont du sens pour elle, moins elle va être en situation de handicap. Donc nous, notre but, c'est d'éliminer le handicap, c'est-à-dire de favoriser à fond la participation et la réalisation d'activités que la personne choisit. Et pour ça, on va regarder, oui, les facteurs individuels dont on peut avoir la maladie, l'histoire de vie, etc. Mais aussi beaucoup le contexte, l'environnement. Donc ça, c'est sur le handicap. Et sur les questions de santé, ça c'est un modèle. Vous avez vu, au milieu, il y a l'âge, le sexe, les modes de vie individuels. C'est la santé, elle est déterminée par peut-être des choses au niveau génétique, peut-être dans notre mode de vie, etc. Mais elle est aussi très déterminée par le milieu dans lequel on vit, le milieu du travail, là où on habite, et puis la société dans laquelle on vit. Est-ce que il y a des droits pour les personnes qui ne peuvent pas travailler? Est-ce qu'on est dans un pays en guerre, en paix, etc. Est-ce que culturellement il y a des stéréotypes qui font que ça va créer de la stigmatisation? En fait, on s'aperçoit que la santé, elle dépend, vous voyez, essentiellement de questions économiques et d'environnement. Que la partie individuelle, elle est vraiment petite. Donc, c'est important pour nous aussi de regarder la santé comme quelque chose de vraiment collectif, où l'environnement influe beaucoup. Alors, petite histoire, donc on voulait pas dérouler la frise, sinon on y est encore demain, mais on vous l'a imprimé, on vous la montrera. Juste vous donner quelques clés sur le métier et lien avec la psychiatrie. La première fois qu'on a parlé de occupational therapy, donc d'ergothérapie en français, c'est un médecin suisse qui vit aux États-Unis qui s'appelle Adolf Meyer, qui a regardé ce qu'a fait Pinel sur le traitement moral et le fait de libérer les aliénés, enlever les chaînes et de leur proposer des activités. Il s'est dit tiens, en fait il y a quelque chose qui est intéressant dans le fait de proposer des choses à faire. Et donc, il a un peu créé ce fondement de l'activité soigne. Un moment important, ça va être les guerres. Donc, la Première Guerre mondiale, où reviennent les mutilés de guerre et où on va commencer à adapter le travail. Donc, on adapte l'activité et là, vous voyez une personne amputée qui va se retrouver avec une aide technique. C'est toujours cette idée de favoriser l'activité. Seconde Guerre mondiale, donc c'est le moment où les écoles d'ergothérapie vont se créer un peu aux États-Unis et en France, vont arriver toutes les activités artisanales, un peu en réponse au Fordisme, au travail à la chaîne, sur quel sens ça a en fait, et d'avoir telle ou telle activité. Et donc les activités vont être utilisées à la fois en rééducation et aussi pour retrouver confiance dans ses capacités psychiques, recréer des liens, etc. Donc, peut-être vous avez l'image des ergothérapeutes, tu parlais des mains tout à l'heure, de beaucoup autour de l'artisanat, du faire. C'est vraiment faire quelque chose qui a du sens. Et on a beaucoup utilisé les activités artisanales de notre histoire, mais plus ça va, plus on va vraiment vers les activités de la personne, quelle qu'elle soit. Une autre source d'inspiration, où là on parle d'ergothérapie, c'est la psychothérapie institutionnelle qui est née après la Seconde Guerre mondiale, qui va dire que en fait c'est l'hôpital qui est malade, c'est l'institution, donc toujours l'environnement, et donc que c'est en participant à la vie institutionnelle qu'on se soigne, parce que tout le monde a besoin d'avoir une place sociale. C'est pas le trouble psychique, c'est pas qu'une histoire de schizophrénie ou de cerveau, mais c'est avoir sa place dans la société. Et donc toute l'histoire de l'ergothérapie tourne autour de ça. Comment l'activité significative, c'est-à-dire qui a du sens pour la personne, signifiante, significative, la participation va favoriser sa bonne santé physique, mentale, sociale, etc. Alors, on va venir un petit peu plus sur le vif du sujet, n'est-ce pas, et évoquer un petit peu comment va travailler en effet un ergothérapeute ou une ergothérapeute. Pour ça, je vais... Oh, pardon, ouais. Et ben, on va revenir à ce qu'on vient de voir ensemble. En fait, donc l'ergothérapeute, c'est bien un professionnel de santé qui va s'attacher vraiment au lien entre la santé et l'activité humaine. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Donc,
l'idée, c'est de voir et accompagner les personnes qui sont empêchées dans la réalisation de leurs activités, les activités qui ont du sens pour la personne. Et c'est pour ça qu'en fait, l'ergothérapeute va avoir une expertise, si je puis dire, dans le lien qu'on va faire entre la personne, avec toute sa singularité, les activités qui ont du sens pour elle et son environnement. Et c'est vraiment ce lien-là qui va être extrêmement important pour nous. Et vous allez voir qu'il y a des facteurs qui vont dans un sens ou d'un autre et qui vont justement influencer la réalisation de ces activités. Donc, on vous a sollicité tout à l'heure, en effet, en parlant de la personne en tant que telle. Donc, la personne, on va s'attacher à sa singularité, c'est-à-dire ses valeurs, mais aussi ses centres d'intérêt, ses habitudes de vie, quel rôle elle a, les difficultés qu'elle peut rencontrer dans sa vie, dans son quotidien, ses habitudes, comme je vous disais. Donc, on va vraiment s'attacher à la personne en tant que telle. Puis également aux différents types d'activités. Donc à la fois ce que la personne aime faire, mais aussi ce que parfois elle doit faire ou qu'elle aimerait faire et qu'elle ne peut pas faire. Et on va s'attacher évidemment sur les activités qui ont du sens, les habiletés qui vont être nécessaires pour les faire, l'épanouissement, la notion d'engagement dans ces activités. Et tout ça, on va voir que ça va avoir un rôle aussi dans tout ce qui est rôles sociaux. Il y a vraiment des liens qui se font entre ces activités et la participation sociale de la personne. OK ? Et le troisième, c'est les différents types d'environnement. Alors, on a parlé tout à l'heure l'environnement humain. L'environnement humain, il peut être proche, ça peut être la famille, l'entourage, les amis, etc. Et puis, on va voir l'environnement qui va être plus matériel, dans quel contexte on vit, dans quel contexte la personne vit, son domicile, son quartier. Et puis après, un environnement qui va être plus large, bien évidemment, et c'est là où, comme disait Hélène tout à l'heure, intervient la société. Et à quel point ça va être important d'agir à la fois, en effet, avec la personne pour l'accompagner, mais également sur la société, pour qu'elle soit plus à même, en tout cas, d'accueillir la personne aussi dans toutes les activités qui ont du sens pour elle. Donc, on va vraiment faire ce lien entre ces trois dynamiques-là, ces trois domaines-là. Alors, si on parle des principes d'intervention, je réinsiste là-dessus, ça fait un petit peu redite, mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir des activités qui ont du sens pour nous. On vous a questionné là-dessus. Ces activités, on sait qu'elles vont avoir un lien avec la santé et du coup avec notre santé mentale. On va réussir à se réaliser, à trouver du sens dans le fait de faire ces activités-là. C'est vraiment un déterminant pour notre santé. Et l'activité, elle va structurer tout ce qu'on va appeler habitude de vie. Ça va structurer notre quotidien. On en a parlé aussi tout à l'heure sur la notion de rythme dans nos relations sociales, etc. Tout ça va être en lien. Et puis l'activité, elle va nourrir nos rôles sociaux et notre identité. Comment on se définit. L'activité et l'action fait partie en effet d'un cercle vertueux de la motivation et de la satisfaction. On parlera beaucoup aussi d'engagement dans ces activités. On en a d'ailleurs parlé tout à l'heure sur les exemples que vous avez donnés. Alors ça, c'est un petit cercle vertueux qu'on essaye de rendre vertueux, de le prendre dans ce sens-là, de ce que génère l'action. Qui peut amener des actions qui réussissent, du coup le fait de se sentir compétent ou d'être satisfait, du plaisir, vous avez évoqué tout à l'heure ça, et du coup ça va augmenter la motivation. Ça va être aussi un réservoir d'énergie pour s'engager dans des nouvelles actions. Ça marche si et seulement si nos actions ils sont en lien avec ce dont on a besoin, autant les besoins fondamentaux qui peuvent être un peu qu'on a tous, s'alimenter, aimer, être aimé, dormir, avoir des relations sociales, etc. Mais aussi des besoins qui sont particuliers parce que chacun est particulier. C'est en lien avec les souhaits. Si on fait des activités qu'on ne souhaite pas, on va parler de situation d'aliénation. C'est-à-dire et là on va être en mauvaise santé et on va pas être dans un cercle vertueux, mais dans un cercle vicieux qui va nous empêcher, qui va limiter nos actions. Ça va générer de l'échec, du sentiment d'incompétence, d'insatisfaction, manque d'estime de soi, démotivation et des difficultés à agir. Donc pour nous, le centre, c'est vraiment la personne. Et c'est comme ça qu'on va travailler. Sauf que la personne, elle sait pas forcément toute seule, c'est aussi dans la relation que la personne va comprendre, et par l'expérience, par les activités, qu'elle va comprendre de quoi elle a besoin, qu'est-ce qui lui fait du bien ou pas, c'est quoi ses ressources. Et on va beaucoup aller s'appuyer sur les ressources de la personne plutôt que
les difficultés, les manques, etc. On n'est pas du tout dans quelque chose de normatif. Si on le voit de manière plus dans la société, la participation sociale est aussi un cercle vertueux. Si je suis en activité, je crée des relations sociales, je suis reconnue comme étant quelqu'un qui sait faire des choses. On va parler de jardinage, par exemple. Je vais jardiner avec des amis ou dans un jardin partagé dans un quartier. Je suis reconnue comme sachant faire ça. Du coup, je suis reconnue aussi comme actif. Ça améliore l'estime de moi, ça me donne espoir pour dépasser des nouvelles difficultés qui pourraient arriver, de la motivation. Ça m'engage à prendre soin de moi, à mieux me connaître et à m'engager dans d'autres activités. Donc, pour nous, la participation sociale, c'est pas simplement le fait du droit à avoir une place dans la société, c'est que c'est vraiment intimement lié avec la santé. Derrière tout ça, quels que soient les modèles, parce qu'on a plein de modèles de pratique en ergothérapie, ils sont tous basés sur l'approche centrée sur la personne. Alors, ce que nous, on appelle approche centrée sur la personne, ça vient des anglo-saxons. Je dis nous parce que des fois, on met la personne au centre, voilà. Et toutes les intervenants vont s'articuler, les interventions vont s'articuler autour de la personne. Pour nous, c'est pas tout à fait ça. L'approche centrée sur la personne, c'est le fait de croire que toute personne a une tendance naturelle à se développer et que elle seule dispose des moyens de régler ses propres problèmes. Et c'est vraiment de l'ordre de la croyance. Et là, vous voyez un peu les principes du rétablissement, derrière l'espoir, faire confiance, y croire. Si on ne regarde pas la personne comme étant pleine de ressources et en capacité de résoudre ses problèmes, on va pas bien l'accompagner. On risque d'être vous voyez le petit bonhomme avec le gros bonhomme avec le petit bonhomme, dans un schéma paternaliste qui est plutôt le modèle biomédical où celui qui sait, le sachant, c'est le médecin, c'est le professionnel de santé. Donc ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt à gauche, ou sur cette image, si on se demande où est le soignant, est-ce que c'est celui qui a le sweat à capuche, ou est-ce que c'est celui qui a le costard cravate? Quand on montre ça à des soignants, on dit approche centrée sur la personne, vous êtes où? Presque toujours le soignant, c'est celui qui montre. Et là, non. Approche centrée sur la personne. Celui qui montre, c'est la personne qu'on accompagne et qui dit, moi, c'est ça dont j'ai besoin dans ma vie. C'est là la direction de ma vie. C'est ça. Ça m'a fait du bien. Là, on a fait un stage. Là, ça m'a fait du bien. Là, je suis allée faire une activité au GEM. Ça, j'ai bien aimé. Donc, on va aller creuser ce qui fait du bien. Voilà. Et notre idée, c'est d'aider la personne à identifier ses problèmes, ses besoins, essayer de voir quelles sont ses appréhensions pour qu'elle puisse les lever, reconnaître ses ressources et découvrir qu'elle a plein de solutions, en fait, mais qu'elle le sait pas. Alors, c'est une notion extrêmement importante que vient de vous expliquer Hélène. C'est vraiment la question de la posture. Se questionner en tant qu'ergothérapeute, comment on accompagne la personne et en effet, comment on va se centrer sur ses besoins et dans l'identification évidemment de ses besoins, de ses difficultés et de ses ressources. Ça fait vraiment partie du socle de notre intervention. Donc là, on vous a mis une définition, en effet, qui permet de rendre les choses concrètes aussi. Donc l'ergothérapeute est un professionnel de santé qui accompagne les personnes présentant ou pourraient présenter un trouble psychique pouvant impacter la réalisation de ses activités et sa participation sociale. Son rôle ne se limite pas à la rééducation de capacités. Il s'agit avant tout d'aider la personne à retrouver un sens et un équilibre de vie à travers ses activités et ses habitudes de vie, et à reconstruire son identité sociale en réhabilitant des rôles sociaux. Il y a vraiment la question de l'aider à retrouver cet équilibre de vie. On parlait aussi tout à l'heure de la place des activités dans son rythme de vie, et ça, je pense qu'on peut tous se questionner là-dessus. Parfois, il peut y avoir des déséquilibres, et c'est important de se questionner sur ces déséquilibres-là. Donc, l'ergothérapeute co-évalue. Vraiment cette question de co-évaluer, de co-construire, elle est présente tout le temps. Les habiletés de la personne dans les différentes situations d'activité de sa vie, réalise ce qu'on appelle un diagnostic occupationnel et accompagne la personne de manière individuelle et collective. Donc les deux modalités peuvent évidemment exister. L'ergothérapeute agit comme une facilitatrice d'inclusion et d'émancipation. On va être là pour accompagner la personne à trouver ses propres solutions,
pour retrouver ses rôles sociaux, sa participation sociale. Il ou elle s'appuie sur les ressources, les aspirations de la personne et agit sur l'environnement pour qu'il devienne capacitant. Alors, on a insisté aussi tout à l'heure là-dessus. Certes, on va accompagner la personne, mais si on n'agit pas aussi avec et sur l'environnement, ça ne fonctionne pas. Il y a souvent pas mal d'accompagnements qui se font dans les institutions où on se rend compte que la personne, en effet, retrouve par exemple le plaisir à cuisiner, mais il y a quelque chose qui se passe pas dans son quotidien. Comment on va essayer de comprendre ensemble pourquoi ça ne se passe pas dans son quotidien, alors que c'est quelque chose que la personne aimerait mettre en place. Ok ? Eh ben, les buts dans tout ça, donc le but de l'ergothérapie, on l'a déjà dit, c'est vraiment de restaurer les habitudes de vie, le rythme de vie. Souvent, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont impactées dans le quotidien, dans la notion de repère, de temps, d'espace, etc. C'est vraiment retrouver ce rythme et de manière équilibrée. Investir ou réinvestir les rôles sociaux, retrouver l'espoir dans les capacités à agir. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient spécialement à cœur et qu'on fait au quotidien. Dans l'idée de mettre la personne en situation. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la personne expérimente des situations d'activité et les relations sociales pour se rendre compte si ça lui convient ou si ça lui convient pas et comment on pourrait faire autrement. De soutenir évidemment le processus de rétablissement, donc retrouver le pouvoir sur sa vie et de l'aider à trouver là où il en est dans son processus de rétablissement et améliorer la connaissance de soi et de ses besoins. Ça passe vraiment par ça. C'est donner en tout cas les moyens à la personne d'apprendre à mieux se connaître, à la fois dans ses capacités et dans les choses qui sont plus difficiles, dans ses ressources également pour accéder à son projet de vie. Peut-être cette petite image là avec les morceaux de puzzle, nos rôles sociaux, c'est-à-dire que le fait d'être peut-être professionnel de santé, d'être voisin, d'être papa, d'être ami, tout ça, ce sont des rôles, sont activés par les activités qu'on va avoir. Nous, c'est ça qui nous intéresse d'activer. Et pour nous, ce qui fabrique l'identité de la personne et qui sous-tend en fait le sens de son existence, c'est cette identité à travers différents rôles sociaux. Et c'est tout le temps en mouvement. Et ce qu'on pense, et c'est là où on peut faire le lien fort avec le rétablissement, c'est qu'une personne ne peut pas être en bonne santé seulement avec un rôle social de malade. Ça n'est pas juste et ça n'est pas tenable socialement. Voilà, ça peut pas être le seul rôle social ou de personnes handicapées. Donc pour nous, c'est vraiment aller activer les autres rôles. Voilà, je l'ai mis là, de personnes actives, pères, mères, amis, d'habitants. Et c'est aussi ces rôles-là qui peuvent venir prendre en charge ce rôle de personne malade ou patient. Et que ça se construit aussi pas que à l'hôpital, mais surtout dans la cité, dans la vie. Parce que à l'hôpital, le rôle social qui est activé, c'est celui de malade, puisque tout autour ce sont des soignants. Voilà. Donc c'est aussi l'ergothérapeute, il va se déplacer beaucoup à l'extérieur de l'hôpital, dans toutes les situations d'activité de la personne. Voilà, en suivant en fait ce qui est important pour la personne. On vous a préparé quelques petites vignettes pour vous donner des exemples un peu d'accompagnement de personnes. On vous en a préparé 3. Par exemple, Julien, qui a 35 ans, qui vit chez ses parents. Il souhaite vivre en logement autonome. Il souffre de schizophrénie. Donc, l'ergothérapeute va explorer avec lui c'est quoi les besoins derrière le logement autonome. Est-ce que c'est faire des choix seul? Est-ce que c'est manger seul? Est-ce que c'est avoir une vie privée, avoir une vie affective et sexuelle? Est-ce que c'est m'éloigner des parents? Il peut y avoir plein de choses derrière le besoin d'un logement autonome. Est-ce que c'est être normal? On va chercher ça avec la personne et puis on va essayer de faire le lien entre ses capacités et puis les différents types de logements qui sont possibles. Voilà. Pour trouver chaussures à son pied en fait, pour trouver l'environnement qui va lui permettre de se sentir capable, bien, même s'il y a une schizophrénie. Et donc, on va regarder aussi ce que la personne peut apprendre, mais aussi ce qu'on parlait tout à l'heure d'environnement capacitant, c'est vraiment comment l'environnement facilite les choses. Et, par exemple, ça peut être une colocation, ça peut, pour certaines personnes, ça peut vraiment faciliter, quoi. Pour d'autres, non. Tout ça, ça se fait en collaboration avec l'équipe de soins.
Donc là, ce dont on vous parle et la définition qu'on donnait tout à l'heure, c'est vraiment l'ergothérapeute en santé mentale, en réhabilitation psychosociale, par exemple en hôpital de jour, avec beaucoup d'interventions à domicile. On fait le lien avec les proches, les aidants, toujours avec évidemment l'accord de la personne et de sa famille. Et donc là, par exemple, les rôles sociaux qui peuvent être activés, c'est Julien qui pourrait le dire, mais ça pourrait être celui d'adulte, peut-être de voisin, d'habitant, voilà, d'un quartier. Donc Jeanne, elle a 42 ans, elle souffre de dépression en fait suite à un événement traumatique qui a eu lieu sur son lieu de travail, en sachant que Jeanne, elle est psychologue de formation. Elle souhaite retrouver un élan vital ainsi que plus d'énergie en tout cas, de capacité à se concentrer pour son activité professionnelle. Et c'est quelqu'un qui apprécie en dehors de ça l'écriture, mais qui n'arrive plus à pratiquer cette activité. Donc l'ergothérapeute va accompagner, en tout cas Jeanne dans un premier temps, pour identifier les limitations dans la reprise de ces activités. Par exemple, on a pu identifier qu'il y avait une baisse de l'estime de soi, une difficulté à se mobiliser et un retrait social. Et donc, on va pouvoir l'accompagner dans un premier temps autour de groupes spécifiques. Il y a des groupes autour de l'estime de soi qui peuvent exister, de gestion du stress aussi, gestion des émotions, de participation aussi à des ateliers d'écriture, par exemple, à l'hôpital. Puis après, l'idée, c'est qu'elle puisse le transférer en ville, évidemment, en dehors du milieu soignant. On va l'aider aussi à mettre en place des routines dans sa vie. Relancer sa participation sociale, proposer des mises en situation, c'est vraiment quelque chose qu'on va redire assez souvent, c'est permettre à la personne de se mettre en situation pour expérimenter, comme je vous le disais tout à l'heure, et voir si des aménagements ou des adaptations sont nécessaires pour la reprise de son activité professionnelle, entre autres. Donc le rôle social de membre, par exemple déjà d'un atelier d'écriture qu'elle souhaitait reprendre, puis de salariés actifs, sont réhabilités dans le cadre, en tout cas, de Jeanne, par ces différents biais. Et du coup, moi, je vais vous parler de Julie qui élève son fils. Elle l'élève seule. Elle a 35 ans, son fils a 10 ans. Et elle, ce qu'elle exprime, c'est des difficultés à partager des moments de détente autour des jeux de société que lui affectionne. Il se trouve qu'elle souffre d'un trouble de la personnalité et qu'elle a des difficultés d'attention qui ont été confirmées par un test neuropsychologique. Alors ça, on vous en parlera après sur la question de la collaboration. On collabore assez aisément avec les neuropsychologues, notamment. Donc, l'ergothérapeute va identifier avec Julie les difficultés rencontrées en proposant des situations, en l'absence de son fils d'abord, bien sûr, donc des situations de jeu qu'elle va choisir parce que c'est des jeux qu'elle partage avec son fils pour retrouver du plaisir, de la confiance en elle, de la confiance dans ses capacités, et aussi de voir qu'est-ce qui l'empêche de pouvoir réaliser ces activités-là avec son fils au vu de ses difficultés d'attention, trouver des moyens de compenser. Notamment, je pense à la lecture des consignes et la compréhension des consignes, qui est un vrai problème quand on a des difficultés d'attention sélective notamment. Via l'expérience, elle va trouver des stratégies pour s'engager plus facilement dans ces activités nouvelles pour elle, à pouvoir s'adapter à son fils, partager des moments de plaisir et de serein avec son enfant. Donc là, bien entendu, ce qu'on va viser, c'est le rôle social, son rôle de maman qui va être valorisé et qui est fondamental pour elle. Alors, on va vous parler un petit peu plus des différents lieux d'exercice. Où est-ce qu'on peut trouver en effet des ergothérapeutes? Donc, en théorie, c'est les lieux d'activité des personnes présentant ou pouvant présenter un trouble psychique. Ça va être principalement, en tout cas, dans ces lieux-là. Et en pratique, c'est beaucoup de structures d'accompagnement. Alors, on parlait des structures sanitaires, majoritairement, mais aussi sociales et médico-sociales. Il y a de plus en plus aussi d'ergothérapeutes qui s'installent en libéral et qui interviennent du coup plus spécifiquement à la fois au domicile des personnes concernées et aussi dans les lieux d'activité professionnelle. Donc on est amené aussi à être en lien parfois beaucoup avec des job coachs en particulier, travailler avec les structures dans de milieux protégés comme les ESAT, etc. pour la catégorie en tout cas de la réinsertion professionnelle. Alors à quel moment on intervient? À peu près tout le temps. Avant que le trouble, qu'il y ait un trouble qui s'installe, qu'il y ait un déséquilibre, donc vraiment en prévention primaire, c'est qu'on va agir plutôt sur les risques, sur les contextes qui pourraient faire qu'il y ait une fragilisation de la santé. Donc ça peut être au niveau du travail, par exemple sur l'organisation de travail, la qualité des relations entre les personnes au travail, la clarté des postes, le management. Voilà, qui va faire que il y a un environnement qui protège la santé.
La prévention secondaire, c'est plutôt quand il y a des premiers signes, comment il y a des signes, on permet l'intervention précoce. Donc c'est toutes des actions de sensibilisation, de formation, d'avoir un processus d'alerte si quelqu'un est en difficulté. Et puis après, il y a la vie, soit dans le milieu ordinaire, donc quelqu'un qui a son appartement et qui peut continuer à avoir un ergothérapeute. Alors on vous cache pas qu'on est encore peu nombreux en libéral en santé mentale, mais ça démarre. Enfin, ça se développe vraiment beaucoup là ces derniers temps. On accompagne aussi sur la question du travail sur des structures spécialisées comme les ESAT, tout ce qui est SAMSA, SAVS, voilà, ce type de structure. Et puis, pendant la crise, et puis sur le retour à domicile, donc pendant l'hospitalisation, que ce soit en intra-hospitalier, extra-hospitalier. Donc c'est très 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 large comme spectre. Alors, avec qui fait-on équipe ? J'ai envie de dire la première personne évidemment avec qui on va collaborer, c'est la personne concernée, bien évidemment. C'est vraiment le noyau. C'est vraiment l'essence même, en tout cas, de notre intervention. Mais aussi avec les personnes qui constituent son environnement. Évidemment, si la personne est d'accord avec ça. Donc ça peut être très large, les personnes qui constituent son environnement, ça peut être l'entourage familial, amical, associatif, voilà, ça peut aller assez loin. On disait aussi avec les associations du milieu de vie, donc on va aller en effet vers toutes les structures de la ville. Ça peut être aussi bien les structures sportives, culturelles, que les associations de quartier, en dehors évidemment des structures sociales et médico-sociales dont on a déjà parlé auparavant. Et puis évidemment avec d'autres professionnels, essentiellement, et là vraiment je tiens à ponctuer ça parce que moi c'est quelque chose qui m'a fait énormément évoluer dans ma posture justement, c'est le travail avec les pères aidants et les médiateurs santé-père. J'ai moi-même là eu l'occasion de pouvoir accompagner une père aidante bénévole dans mon service. C'est vraiment quelque chose qui est une personne qui fait bouger les lignes. Qui va vraiment donner le regard et son savoir expérientiel, qui est vraiment quelque chose d'essentiel, et qui, on a la chance aussi de faire des formations, en particulier sur la réhabilitation psychosociale avec une médiatrice santé-père, et c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour moi. Après, avec évidemment les professions qu'on connaît, les psychiatres, psychologues, assistants sociaux, les éducateurs, les infirmiers, psychomotriciens, voilà, je ne veux pas oublier, mais en tout cas tous les professionnels de santé qu'on va retrouver dans les structures qu'on a citées auparavant. Donc le faire équipe est assez large. Je passe la parole à Marie-Lise, qui va nous parler rétablissement et ergothérapie. C'est ça, on va un peu terminer sur cette question, le lien entre l'ergothérapie et comment l'ergothérapeute peut se mettre au service de la personne d'abord et de son rétablissement, si tel est son choix bien sûr. Et du coup, on a réfléchi les 6 que nous étions, savoir sur quel modèle on pouvait s'appuyer. Il en existe plein. Bien entendu, on va d'abord s'appuyer sur l'envie de la personne elle-même. Là, on a repris le modèle, ou on va dire le cadre Scheim ou Schim, je ne sais jamais comment il faut le prononcer. Qui veut dire donc le fait connectness, c'est l'idée du lien social, hope, la question de l'espoir, l'identité, l'empowerment et meaning, le sens qu'on donne à sa vie, à savoir que on pourrait définir que ces 5 termes-là sont fondamentaux et déterminants pour une personne dans son parcours de rétablissement. Et on a un peu ça en tête en tant qu'ergo pour se dire que finalement, dans notre cadre d'intervention, il faut qu'on intègre absolument ces différentes valeurs-là. Donc le lien social, le fait d'être connecté aux autres au sein de sa communauté, c'est tout le travail autour de l'environnement qu'on va pouvoir établir. La question de l'espoir, Hélène et Gwenaëlle l'ont cité, le fait de se baser vraiment sur les ressources de la personne, ce qu'elle va mettre elle en avant et d'y croire avec elle, d'avancer avec elle. L'identité, c'est tout ce qui recouvre l'identité personnelle. Ça va être l'identité, c'est aussi par le biais des activités qu'elle va pouvoir investir, la façon dont elles vont construire sa propre identité. Donc l'empowerment
derrière l'empowerment, à savoir la reprise du pouvoir d'agir, le sentiment de contrôle et pouvoir agir, qui intègre aussi la responsabilisation. La personne fait les choix pour elle-même et par elle-même. Et le meaning, la façon dont elle va donner du sens à sa vie, que ce soit le sens de l'expérience de la vie avec une maladie, et de trouver une vie significative et des rôles sociaux significatifs au travers des activités qu'elle investit. Du coup, si on devait faire un parallèle entre ergothérapie et rétablissement, la question de l'environnement, l'espoir qui restera de la même façon, la façon dont finalement on va se centrer sur la personne en premier lieu, sur ses rôles, ses valeurs, ses centres d'intérêt, ses habitudes de vie. Je fais redite avec ce qui a été dit tout à l'heure, mais c'est tellement fondamental. Quand on parle d'empowerment, la façon dont les ergothérapeutes vont l'appliquer, c'est par la démarche de décision partagée. L'accompagnement, c'est une co-construction qui va s'appuyer sur les besoins exprimés par la personne. Et le fait de l'utilisation des activités, c'est par rapport au sens qu'elles vont avoir pour la personne. Et puis, je pense que c'est un peu dans les dernières slides, on a essayé un petit peu de parler des avantages de la participation aux activités en matière de rétablissement. Du coup, il y a toute une liste. Je ne sais pas si je m'attarde dessus. On les reprend. On a le temps. Je ne sais pas. C'est la dernière slide. Redonner espoir par les activités qu'on investit, de dire que la maladie ne va pas résumer la personne, mais c'est toutes les activités qu'elle va investir qui vont permettre de créer cette identité. Le fait de s'investir et de s'engager, ça participe à la question de la citoyenneté, dans le fait de pouvoir se faire entendre, d'exercer sa citoyenneté, influencer sa communauté. La question du lien social qui va permettre de tisser des liens au travers des activités qu'on investit, dans lesquelles on s'engage, le fait de prendre le contrôle, tout bêtement, par les choses qui nous intéressent, mais c'est une façon d'être au monde, un rapport au monde de façon générale qui va favoriser le bien-être personnel. Par le biais d'activités importantes, il y a la question de la gestion des symptômes, en quoi elles vont pouvoir avoir une fonction dans la gestion de ses propres symptômes, mais aussi à travers, et là je reviens sur le travail des pairs aidants, des médiateurs de santé pairs, mais aussi des pairs que les personnes vont rencontrer au travers des activités, le partage d'expériences, le vécu expérientiel, le fait de pouvoir s'appuyer sur d'autres témoignages, d'autres parcours de vie. Pour aller vers la surmontation, le fait de surmonter la stigmatisation, on en a parlé tout à l'heure, et l'autostigmatisation aussi, en multipliant des interactions positives avec des personnes qui elles-mêmes vivent avec des troubles et qui ont des valeurs de modèles positifs. Vivre pleinement sa vie et non sa maladie, qui pourrait être une forme de conclusion finalement à l'ensemble, par les redéfinitions de son identité. Je pense que j'arrêterai là, sauf si vous voulez rajouter quelque chose sur... C'est la question. Merci en tout cas.